Hello. Je suis pauvre depuis genre ma vie entière quoi. J'ai pas de problème à le dire vraiment. On est décomplexé ici sur la pauvreté, c'est pas mon fait quoi. Oui, vous voulez pas le croire, mais être pauvre c'est pas volontaire. En tout cas pas dans mon cas. Je regardais ce TikTok il y a pas ultra longtemps et je me suis demandé à quel moment j'ai réalisé, à quel moment j'ai compris que j'étais pauvre et sans nul doute, c'était à la fac. Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler pauvreté. Aujourd'hui, on va parler du sentiment d'être pauvre et de tout ce qui en découle, notamment lorsqu'on est étudiant. Et j'avais envie d'en parler non pas dans le but de me plaindre, mais peut-être pour mettre des mots sur une période de ma vie et mettre des mots aussi sur une période que peut-être vous traversez aujourd'hui. Par ailleurs, si vous vous sentez pas forcément concerné par le sujet de cette vidéo parce que, par exemple, vous avez fini vos études, je vous conseillerais quand même de la regarder, notamment si vous voulez devenir parent, parce que je pense qu'il y a certaines réalités dont il faut avoir conscience. N'hésitez pas à partager vos astuces, conseils, témoignages en commentaire, et bien évidemment, et comme d'habitude, tout commentaire déplacé, tout commentaire jugeant, soit j'y répondrai moi-même et je vous recadrerai, je vous remettrai à votre place, soit je le supprimerai pour le bien-être des personnes qui vont regarder la vidéo. J'ai choisi de démarrer cette vidéo avec le premier point, le point qui m'a le plus choqué, le point qui m'a le plus fait déchanter quand je suis arrivée à la fac, c'est la différence de bagage entre les différents étudiants. Parce que c'est clairement cette différence de bagage qui m'a fait dire « Ah ouais, t'es pauvre !» Bon, déjà, si on regarde économiquement, je viens de la classe populaire, donc oui, je savais que j'étais pas non plus favorisée, quoi, mais j'avais grandi entourée de personnes issues de la classe populaire, donc je me voyais pas plus pauvre que ça, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, pour moi, il y avait plein de trucs qui étaient normaux. En revanche, je me disais quand même que j'avais un bon bagage culturel, on va dire, dans la mesure où j'étais quand même allée en conservatoire, que j'avais grandi, entre grandes guillemets, en internat d'excellence. Je me sentais pas plus lésée que ça, en fait. Et pourtant, je me souviens que j'avais des profs, et une prof en particulier, qui ne cessait de nous répéter que, une fois qu'on serait confronté aux autres élèves, une fois qu'on serait confronté, elle le disait, les élèves parisiens, on allait genre déchanter. Mais encore une fois, moi, petite lycéenne que j'étais, je comprenais pas du tout de quoi elle parlait. Et du coup, en arrivant à la fac, je me suis certes retrouvée face à des Parisiens, je me suis aussi retrouvée face à des enfants d'expatriés. Je me suis aussi retrouvée face à des étudiants étrangers pour lesquels le système scolaire n'était absolument pas le même que le nôtre. Pour certains, le système scolaire était beaucoup plus rigoureux que le nôtre. Et donc, il y avait déjà une méthode de travail très établie, qui avait déjà une autonomie que moi, je n'avais pas à ce moment-là. Je me suis rendu compte que là où moi, je me sentais plutôt à l'aise avec ma maîtrise des langues, avec mon niveau en langue, etc., il y avait certaines personnes qui, justement, jouaient de plusieurs langues. Je me suis rendu compte que là où moi, je m'intéressais aux différents partis politiques, à la manière dont, justement, fonctionne la politique, il y avait des gens qui étaient déjà engagés, qui étaient déjà actifs, et ça depuis plusieurs années. Et c'est là où je me suis rendu compte de mon premier niveau de pauvreté. Pauvreté qui n'était pas seulement économique, mais qui était aussi, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais intellectuelle ou culturelle, je saurais pas mettre le mot dessus, mais en tout cas, je voyais le gap entre ces personnes et moi. Je voyais ce gap dans la maîtrise des codes. Codes qui te permettent d'avoir les bons contacts, codes qui te permettent d'être bien vu par les profs et donc certaines fois d'accéder à certains stages. Parce que oui, il y a certains profs d'université qui vont ouvrir un poste en stage et ils vont dire en amphi, vous pouvez tous postuler, etc. Mais si t'as déjà été repéré par ton comportement, par ta maîtrise, par ton niveau de langue, par les références que tu utilises, etc., bien évidemment que ça va jouer en ta faveur. Certains codes qui te permettent d'avoir un poste en asso, et en fonction des assos, ça peut être plus ou moins intéressant pour toi et pour ton développement futur. Et oui, j'enfonce une porte ouverte, oui, de toute façon, la vie est comme ça, mais quand t'es étudiant, je pense, moi en tout cas, quand je suis rentrée dans les études, j'avais pas forcément conscience que cet aspect de la vie-là allait impacter mes études et allait impacter le reste de mon évolution professionnelle. Et de façon très honnête et très transparente, il y a quelques années, j'entendais des personnes dire que les études supérieures, c'était pas pour les gens venant de classe populaire, c'était pas pour les gens comme nous, entre grosses guillemets, et j'étais très jugeante par rapport à ça, parce que pour moi, c'était juste trouver des excuses pour pas se donner les moyens de réussir. C'était comme ça que je pensais à une certaine époque, mais aujourd'hui, j'ai grandi. Aujourd'hui, je réussis à ouvrir les yeux sur toutes les barrières à l'entrée, sur toutes les difficultés que peuvent ressentir
les étudiants issus de classes populaires. Et là, oui, je parle de classes populaires, mais c'est pas forcément que les étudiants de classes populaires. Et puis même souvent, je vois souvent les gens parler des étudiants boursiers, mais il y a aussi des étudiants non boursiers. Je connais des étudiants non boursiers qui étaient dans une réelle galère. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi d'aborder cet axe-là. C'est aussi pour ça que j'ai choisi de commencer par cet axe-là, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Ça a un impact monumental sur le bien-être émotionnel des étudiants, et pourtant on n'en parle pas. On va effectivement parler du manque de nourriture, des besoins primaires qui sont pas comblés, etc. Et je le comprends totalement, enfin c'est un fléau, et il faut absolument lutter contre. Quand tu vois la minute étudiante sur TikTok qui représente le fait de rester 1 minute sur la vidéo d'un étudiant pour que il puisse gagner de l'argent grâce à TikTok, quand tu vois tout ça, c'est pas pour rien, il y a bien quelque chose derrière, et c'est l'axe qu'on va aborder pour ce second point. On va parler de l'impact de la pauvreté économique sur l'apprentissage. Parce que quand je suis entrée dans les études supérieures, je pensais qu'on avait tous les mêmes 24 heures. Je pensais qu'on allait à la fac, ensuite qu'on allait tous à notre job étudiant, qu'ensuite on rentrait chez nous pour étudier, etc. Et je me suis vite rendu compte que c'était absolument pas le cas. Vous savez, quand je m'écoute parler, je me dis, mais purée, t'étais tellement naïve. T'étais tellement naïve. C'était tellement naïf de penser ça. Mais encore une fois, comme je l'ai précisé au début de la vidéo, et je pense que ça explique beaucoup de choses, j'avais grandi entourée de personnes issues de milieux populaires, donc pour moi, ce que je faisais, c'était la norme en fait, genre, tout mon entourage faisait comme ça, donc c'était la norme. Bref, déjà commençons par parler de la distance entre le lieu de vie et la fac. Faut savoir que j'ai commencé mes études par une première année commune aux études de santé, PACES, donc première année de médecine en gros, et j'étais dans un groupe où les gens habitaient sur Paris. Mais un jour, j'ai vraiment réalisé à quel point ils habitaient à côté, dans la mesure où il y a une meuf qui m'a dit ouais, je vais rentrer déjeuner et ensuite je reviendrai à la fac. Je lui dis ok, t'habites où? Elle me dit ouais, j'habite juste là. Juste en face de la fac. Et là, j'ai réalisé la chance qu'elle avait. Dans la mesure où moi, une fois avoir fait mes 1 heure de transport pour rentrer chez moi, j'étais littéralement HS. J'avais déjà besoin de prendre une douche parce que je me sentais sale, j'avais besoin de juste me poser un peu, de souffler tout, surtout si vous connaissez les transports parisiens. Et ensuite, je pouvais retravailler, tandis que elle, en 5 minutes, elle était chez elle. Elle allait prendre une pause de 30 minutes et elle était déjà opérationnelle pour continuer d'étudier. Là où moi, il me fallait 2 heures pour me remettre à étudier. Pareil pour le matin, je sortais à 6 heures dans le froid avec mes gros manteaux, etc. Alors que elle arrivait genre 2 minutes avant le début du cours. En fait, je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie que c'est. Ce que je veux dire par là, c'est que, bien évidemment, cette personne et les personnes de mon groupe avaient beaucoup plus de temps pour travailler que moi. Si en plus on ajoute à ça le fait que j'avais un job étudiant, je pense que ça m'a littéralement achevée. Là où le facteur économique a joué, c'était que, bien évidemment, cette personne, elle avait un appartement qui était financé par ses parents. Donc, un appartement proche de la fac, donc pas besoin de transport, et pas besoin de job étudiant non plus. Là où aujourd'hui ça m'impacte en tant que maman, c'est que il y a une part de moi qui a envie d'acheter une maison reculée en Île-de-France, là où il n'y a pas grand-chose pour pouvoir jardiner, ce genre de choses. Ouais, il y a une partie de moi qui a vraiment envie d'avoir du calme, et en plus, de toute façon, plus vous vous éloignez des grandes villes, et moins les logements sont chers, et personnellement, j'ai pas non plus envie d'acheter extrêmement cher. Bref, je me perds. Et il y a une autre part de moi qui me dit, mais en fait, si tu restes en location, si tu restes très proche Paris, parce que je suis à 2 minutes de Paris, littéralement. Si tu restes très proche Paris, tu donnes aussi l'opportunité à ton fils de ne pas avoir ces 1 heure de transport que toi tu faisais pour aller à la fac. Et donc tu lui assures de meilleures conditions pour ses études futures. D'ailleurs, revenons justement sur ces jobs étudiants. Moi, j'avais pris un job étudiant pour aider mes parents parce que pour moi, c'était totalement normal de leur venir en aide dans la mesure où genre ils m'avaient éduquée, etc. Donc au moins de participer à certaines des charges de la maison, il y avait absolument rien d'obligatoire, mais pour moi, ça me faisait plaisir de justement pouvoir aider ma mère. Mais également, il y avait certaines ressources qui étaient conseillées par les profs, qui n'étaient pas forcément disponibles en bibliothèque, certaines ressources qui étaient très chères. Pas forcément accessible. Des livres quand je dis très cher, des livres à 30-40 euros, mais quand t'es étudiant ou quand t'es issu de milieux populaires, dépenser 40 euros pour un livre, pour une matière, pour un seul cours, en sachant qu'il y en a plein d'autres derrière, que ça change tous les semestres, ça faisait quand même beaucoup. Pareil, il y avait les annales d'examen qui circulaient énormément dans ma fac, que ce soit
en médecine ou après. Et c'est des ressources auxquelles si je voulais avoir accès, je pouvais pas avoir accès au prépa parce que c'était vraiment beaucoup trop cher. Mais si je voulais avoir accès aux annales d'examen par exemple, fallait payer. Et moi je vous dis tout ça alors que je vivais encore chez ma mère à ce moment-là, mais je sais pertinemment qu'il y a d'autres élèves qui n'avaient pas forcément les conditions à leur domicile pour rester, pour des problèmes familiaux ou autres, qui ont dû partir trouver un appartement étudiant. Et ces étudiants-là, ils avaient en plus un loyer et des charges à payer. Ils avaient leur nourriture à payer. Sauf que j'ai fini par m'apercevoir que pendant que moi j'allais à mon job étudiant, t'avais des gens qui restaient encore à la BU pour travailler. Et le savoir et en prendre conscience, ça générait du stress, ça générait de l'anxiété, ça générait de la fatigue. Et c'est comme un cercle vicieux. T'es fatigué, t'es moins performant dans ton apprentissage, donc t'es d'autant plus fatigué et stressé, etc. Et des fois même, ça me faisait mal et ça me rendait triste parce que je me disais, mais moi aussi, j'ai envie de rester pour travailler. Moi aussi, j'ai envie d'avancer sur telle tâche. Et des fois, même, c'était même pas parce qu'il y avait un examen, c'était parce que ça me plaisait, parce que j'aimais ce que j'apprenais. Et moi aussi, j'avais envie de continuer, mais je pouvais pas, parce que je devais aller gagner de l'argent. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, moi, aujourd'hui, je ferais vraiment absolument tout ce que je peux faire pour ne pas que mon enfant se sente obligé de prendre un job étudiant, en tout cas, pas en parallèle des études, pendant les vacances, etc., c'est autre chose. Mais pendant les études, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied, bien que nombreux étudiants y soient contraints. Et c'est là où je vous dis que le sentiment d'être pauvre dans les études supérieures, c'est vraiment un fléau, en fait. Une autre chose qui m'a marquée aussi, c'était ces fois où je me précipitais dans les transports pour aller faire la queue pour récupérer des Too Good To Go. Certaines fois, on me donnait des trucs qui étaient littéralement moisis alors que je comptais dessus pour manger le soir. Donc il y avait des repas sautés, ce genre de choses, et je vous dis ça, mais je suis absolument pas la seule étudiante dans ce cas-là. Donc tu sautes des repas ou alors tu manges mal, parce qu'il y a plein d'étudiants qui vont vous dire que la seule chose qu'ils ont dans leur frigo ou dans leur placard, c'est des pâtes et du ketchup. Donc tu manges super mal et t'es encore fatigué. Vraiment, au niveau de l'hygiène de vie, on touche le fond chez certains étudiants. Moi, je touchais le fond littéralement. Certains diront, bah, vous pouvez aller faire la queue dans les banques alimentaires. Ouais, je l'ai fait aussi. Je l'ai fait aussi, mais si on enlève le temps d'attente, si vraiment on enlève le temps d'attente, parce que oui, tu peux réviser dans la queue, même si bon, c'est pas forcément toujours les bonnes conditions, etc. Si on enlève le temps d'attente, la honte. En fait, j'étais en mode, mais comment j'en suis arrivée là, en fait? Et il y avait ce sentiment de honte, de demander de l'aide à ma famille, de demander de l'aide à mon entourage, de demander de l'aide à ma mère, parce que justement, j'avais quitté le domicile familial, et pour moi, c'était pas pour faire un retour en arrière, et en plus, j'avais pas envie qu'ils sachent que j'avais besoin d'aide. Donc, je cachais cela, et j'avais extrêmement honte. Et pour moi, justement, aller prendre de la nourriture en banque alimentaire, c'était admettre que j'avais besoin d'aide. Et c'était très difficile. Et je pense, le dernier point que je voulais aborder dans cette section, c'est l'impact de la pauvreté économique sur la vie sociale. Parce que quand t'es à la fac, il y a énormément de moyens d'avoir une vie sociale, mais certains de ces moyens sont payants, notamment tout ce qui va être week-end d'intégration, etc. C'est pas forcément super cher. Avec le recul, c'est pas super cher. Mais quand t'es étudiant, certaines fois, t'es à 2 € près. Donc, c'est des choses auxquelles j'assistais absolument pas. Sauf que, il y avait justement plein d'étudiants qui allaient en week-end d'intégration, il y avait plein d'étudiants qui allaient en soirée étudiante, etc. Et je me rendais compte qu'il y avait des liens qui se créaient comme ça. Des personnes qui du coup partageaient leur bon plan en termes d'éducation, qui du coup partageaient leurs livres au lieu d'en acheter un par personne, ils allaient en acheter un pour deux, ce genre de choses, et puis se l'échanger, se les prêter, qui allaient partager leurs notes, etc. Donc ça reste toute une dimension à laquelle toi tu n'as absolument pas accès. Genre une dimension qui t'est fermée justement parce que tu n'as pas les moyens d'assister à ces événements. Et si je vous dis ça, c'est parce que je me rends compte que c'est un trait de la vie de post-études, c'est un trait de la vie professionnelle en fait. C'est en assistant à certains événements qui sont des fois payants, qui sont des fois ultra chers, tu vas pouvoir te créer des liens, que tu vas pouvoir te créer un réseau, que tu vas pouvoir évoluer professionnellement, et je me rends compte que ça commence dès la fac. Le dernier point, c'est le pire de tous, et je pense que je ne suis absolument pas la seule dans ce cas-là, mais la pauvreté économique a eu un impact sur mon évolution professionnelle. J'aime dire, et j'ai tendance à dire, que c'est une succession de chance et de malchance qui ont fait que j'en suis arrivée là où je suis aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis plus dans cette situation de pauvreté économique que j'ai pu connaître avant. Je ne fais plus partie de la classe populaire en tout cas. Mais quelque part, c'est aussi parce que j'ai dû mettre certains rêves de côté. Je vous explique. Quand je suis arrivée en licence 3, j'hésitais entre m'orienter vers un master en recherche clinique, purement recherche clinique,
et m'orienter vers un master en épidémiologie. Mais également, il y avait une matière qui s'appelait orientation et insertion professionnelle, pour laquelle j'ai dû faire un exposé sur le métier de responsable qualité. Je me suis rendu compte que c'était des formations qui, pour certaines, commençaient en niveau master, donc c'était 2 ans d'apprentissage, et ensuite tu travaillais en tant que responsable qualité. Là où si je voulais faire épidémiologie ou recherche clinique, il fallait que je fasse 1 an de master en parcours classique et 1 an d'alternance. Sauf que du coup, en licence 3, après avoir raté 2 fois médecine et après avoir fait 3 ans en biologie, j'étais HS. Genre vraiment, ça faisait 5 ans que j'étais dans les études supérieures, ça faisait 5 ans que je luttais tous les jours pour manger, que j'en pouvais plus en fait. Et j'ai eu ce réflexe de me dire, ok, là je vais devoir choisir entre ce qui me plaît et l'argent et les compétences professionnelles, puisque en faisant de l'apprentissage, forcément j'avais un salaire plus élevé que ce que je gagnais avec mes 2 jobs étudiants, je le précise. Donc j'ai abandonné mon projet de travailler en épidémiologie, j'ai abandonné mon projet de potentiellement travailler en recherche clinique et je me suis orientée vers un master en management de la qualité, de la sécurité et de l'environnement. Aujourd'hui, je travaille en qualité dans la recherche clinique, donc finalement j'ai quand même réussi à regrouper les deux, mais encore une fois c'est parce qu'il y a eu un élément perturbateur dans une de mes alternances, je vous ai déjà raconté ça dans la vidéo que je vais afficher juste là, et du coup j'ai vraiment réussi à regrouper les deux, mais ça aurait pu ne pas être le cas. Pour plein de personnes, c'est absolument pas le cas. Il y a d'autres personnes que je connais qui ont choisi d'arrêter leurs études justement parce elles étaient dans une situation où elles avaient urgemment besoin d'argent et qui se sont mis à travailler et qui n'ont pas repris leurs études depuis. Mais si ça n'avait pas été une question d'argent, ces personnes n'auraient jamais arrêté. Si ça n'avait pas été une question d'argent, moi-même j'aurais fait ce master en épidémiologie qui me plaisait tant. Surtout que pour le coup, j'avais le choix, j'avais été acceptée dans 6 ou 7 masters différents, donc littéralement en fait j'avais le choix. Mais parce que j'avais besoin d'argent à cette époque et parce que j'étais extrêmement fatiguée, j'en étais arrivée à un stade de fatigue, d'épuisement, j'ai fini par choisir la facilité, ou en tout cas ce que je voyais comme la facilité à ce moment-là de ma vie. Et vous me direz, en soi, c'est la vie. En soi, genre, on fait tous des sacrifices. Mais certains en font peut-être moins que d'autres, ou peut-être moins tôt dans leur vie que d'autres. Et ça, je l'ai appris en étant étudiante. Donc oui, aujourd'hui, je peux clairement dire que j'ai compris que j'étais pauvre, que ce soit socialement parlant, parce que je n'avais pas de réseau pour trouver des stages, etc., que ce soit économiquement parlant, que ce soit culturellement parlant. J'ai compris que j'étais pauvre, que je n'avais absolument pas les codes pour évoluer dans cette société à partir du moment où je suis devenue étudiante. Si vous avez regardé cette vidéo jusque-là, déjà, merci. Si vous êtes étudiant et que vous êtes reconnu dans ces propos, n'hésitez pas à le dire en commentaire, n'hésitez pas à déballer tout ce que vous avez sur votre cœur. N'hésitez pas à m'envoyer ça sur Instagram de façon anonyme pour que je puisse le répéter ici en commentaire. Si vous êtes parent d'étudiants ou parent de futurs étudiants et que justement vous n'avez pas les ressources économiques, culturelles, etc. pour les aider, juste soyez là pour eux en fait. Soutenez-les émotionnellement, psychologiquement, juste soyez le pilier sur lequel ils pourront se reposer lorsqu'ils seront confrontés à la dure réalité de la vie. Parce que finalement, les études supérieures se préparent bien avant le début des études supérieures. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans un prochain podcast. Waiting on it,